Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 11, esclavage omniprésent. La première chose à souligner est que l'esclavage était une partie incroyablement importante de la vie quotidienne dans la Rome antique. On ne construit tout simplement pas un empire qui s'étend sur plus de 4 millions de kilomètres carrés et couvre près de 20% de la population mondiale sans un capital humain très important. Et pour les Romains, l'esclavage n'était pas un luxe, c'était une nécessité, du moins selon eux. Pour les Romains, peu importe si vous étiez blanc, noir ou brun, et peu importe d'où vous veniez ou ce que vous aviez fait dans votre vie, si vous aviez un corps valide et que vous étiez prêt à travailler, vous pouviez être esclave. Et comme on peut s'y attendre, les effectifs d'esclaves ont commencé à croître à un rythme effréné lorsque l'Empire romain était à son apogée. En fait, on pense que rien qu'en Italie, qui était en quelque sorte la capitale de l'Empire romain à l'époque, environ un tiers des personnes qui y vivaient étaient des esclaves. Et pour l'ensemble de l'Empire, on estime qu'environ 20% de sa population était constituée d'esclaves. La normalisation de l'institution de l'esclavage était telle que les esclaves étaient rapidement devenus pratiquement invisibles pour le reste de la société. Ainsi, quiconque possédait un esclave ou gardait son prochain comme un bien ne pensait pas nécessairement que ce qu'il faisait à l'époque était injuste. Pour eux, c'était tout simplement normal. La liberté n'était pas considérée comme un droit de l'homme universel à l'époque, mais plutôt comme un privilège dont seuls quelques élus pouvaient se prévaloir. Numéro 10. Les canaux de l'esclavage. Vous vous demandez peut-être comment l'esclavage a pu voir le jour dans l'ancien empire romain et comment se fait-il que tant de gens travaillaient avec peu ou pas de droits fondamentaux. Ce n'est un secret pour personne que les Romains de l'Antiquité aimaient se battre et faire la guerre à leurs voisins. Et au fur et à mesure que l'empire s'étendait, le besoin de faire la guerre se faisait sentir. Ainsi, chaque fois qu'une bataille était livrée et que les Romains l'emportaient, ils faisaient prisonniers de guerre les soldats ennemis et les transformaient en esclaves. Et lors de la toute première guerre punique, Rome et Carthage se sont disputés le contrôle de la Sicile. La guerre a duré de 264 à 241 avant Jésus-Christ, et les Romains en sont sortis victorieux. Et dans le cadre du butin de cette seule guerre, les Romains ont réduit en esclavage environ 25 000 hommes, femmes et enfants. Même si certaines estimations vont jusqu'à 75 000 personnes. C'est un peu comme les chiffres des manifs. Entre ceux de la préfecture de police et des syndicats, il y a une légère différence. Maintenant, imaginez cela et considérez les multiples guerres qui se sont déroulées à cette époque. On commence à voir d'où venait le flux très important d'esclaves. En outre, les Romains ont également acquis des esclaves par des moyens tels que le commerce, le pillage et la piraterie. Et les esclaves existants avaient des enfants, en particulier les femmes, et chaque fois qu'elles donnaient naissance à un enfant, celui-ci devenait automatiquement un esclave. En fait, l'enfant d'un esclave était immédiatement considéré comme tel. Que le père de l'enfant soit noble ou non, cela n'avait aucune importance. Enfin, nous avons les dettes. Certaines personnes s'endettaient jusqu'au point de se vendre ou de vendre leurs enfants en esclavage pour remboursement. Cette pratique était tellement courante que les marchés d'esclaves faisaient partie du paysage ordinaire des villes à l'époque romaine. Les acheteurs intéressés pouvaient venir voir les esclaves disponibles et faire des offres et les acheter. Une toute autre façon de faire ses courses. Numéro 9. Les gladiateurs esclaves. Dans la Rome antique, la majorité des esclaves travaillaient dans le cadre d'une réserve de main-d'œuvre forcée. Et leur travail consistait essentiellement à se tuer à la tâche pour leur maître et à ne recevoir que peu ou pas de salaire. Cependant, certains esclaves, hommes et femmes, devenaient des combattants ou à l'époque des gladiateurs. Ces gladiateurs étaient essentiellement des combattants qui étaient très habiles, soit avec leurs mains, soit avec des armes spécialisées. La plupart des gladiateurs étaient des prisonniers de guerre capturés. Mais certains esclaves désireux de se porter volontaires pour devenir gladiateurs étaient également autorisés à le faire en fonction de l'évaluation de leur maître. Les gladiateurs étaient achetés et utilisés pour plusieurs raisons. Un maître d'esclaves qui avait besoin d'être protégé lorsqu'il se rendait en ville pouvait acheter des hommes physiquement aptes et les entraîner pour assurer sa sécurité. De même, l'armée romaine avait besoin d'une réserve inépuisable de combattants chaque fois qu'elle faisait la guerre, mais les gladiateurs n'étaient sollicités qu'en cas de désespoir. Les gladiateurs étaient des spécialistes du combat à main nue, mais ils n'étaient pas entraînés à combattre en tant qu'unité comme l'étaient les légionnaires.
et ils ont été utilisés comme instructeurs après les réformes marianiques. Et pendant l'année des 4 empereurs, comptaient des gladiateurs dans leur rang en raison de la pénurie de main-d'œuvre disponible. Il a également été rapporté que Marc Aurèle avait utilisé des gladiateurs sur le champ de bataille en raison du manque de troupes dû à la peste. Cependant, la raison la plus populaire d'acquérir des gladiateurs était essentiellement de les utiliser pour le sport. Et dès le IIIe siècle avant notre ère, les premiers combats de gladiateurs ont vu le jour. Des hommes s'affrontaient à mort dans des arènes publiques pour le grand plaisir des gens du peuple et de la noblesse. Et si l'idée d'être gladiateur vous semble séduisante, croyez-moi, ce n'était pas forcément une vie très tranquille. Les apprentis gladiateurs étaient traités plus ou moins comme des prisonniers, et s'ils mouraient, eh bien ils mouraient. Cependant, ils bénéficiaient d'un certain confort, de soins médicaux et d'un entraînement spécialisé. Et si un gladiateur devenait très populaire dans les compétitions, le maître pouvait le vendre à un prix encore plus élevé que celui auquel il avait acquéri. Ou bien, le maître pouvait tirer parti de sa popularité pour obtenir un statut plus élevé dans la société. Mais comme c'est toujours le cas aujourd'hui, rien n'était gratuit à l'époque, et même si l'on donnait sa vie pour servir un maître, il y avait toujours un prix à payer, et qui garantissait toujours que les maîtres étaient les gagnants en fin de compte. Numéro 8, homme à tout faire. Nous avons déjà parlé de la facilité avec laquelle il était possible de détenir des esclaves à l'époque de la Rome antique. Mais que fait-on avec tant d'esclaves? Eh bien, on se repose et on les laisse faire tout ce qui était possible. Dans la Rome antique, les esclaves faisaient à peu près tout, des tâches domestiques subalternes comme la cuisine et le nettoyage, aux opérations industrielles comme l'exploitation minière et la construction. Dans certains États, les esclaves s'occupaient même des tâches telles que la comptabilité et la gestion des affaires. Il est très intéressant de noter que les Romains de l'Antiquité avaient également la possibilité de mettre à profit les esclaves qu'ils obtenaient des guerres. Comme la vie de ces personnes n'avait déjà aucune importance, elles pouvaient être affectées à des tâches telles que la lutte contre les incendies dans les bâtiments, ainsi que l'exécution de projets de construction les plus dangereux. Après tout, s'ils mouraient, personne ne serait indigné. Et dans la plupart des cas, les esclaves vivaient toute leur vie, de la naissance à la mort, au service de leur maître. Il s'agissait donc de faire ce qui était le mieux pour eux. Et la majorité des esclaves tentaient d'acquérir une quelconque compétence, sinon ils étaient envoyés dans les mines ou dans d'autres endroits où le travail était très pénible. Numéro 7. Différents esclaves, différentes vies. Il est évident que les esclaves menaient des vies très différentes de celles de leurs maîtres. Mais saviez-vous que tous les esclaves n'étaient pas vraiment logés à la même enseigne à l'époque romaine? Avant qu'une personne ne soit vendue comme esclave, elle avait la possibilité de présenter certaines de ses compétences. Ces compétences étaient mises en évidence sur les marchés aux esclaves à l'intention des maîtres potentiels qui souhaitaient les acheter directement. Et grâce à cette classification, il existait une certaine distinction et une certaine hiérarchie entre les différents esclaves. Une distinction qui s'étendait à la manière dont ils étaient traités. Par exemple, les esclaves non qualifiés étaient des personnes qui n'avaient pas nécessairement de compétences spécifiques et qui n'étaient donc pas forcément utiles à qui que ce soit. Et la plupart du temps, ces esclaves étaient emmenés dans des mines ou travaillaient à des projets de construction et ils étaient les plus maltraités du lot. Les esclaves non qualifiés étaient littéralement forcés de travailler jusqu'à la mort. Et même s'ils mouraient, les maîtres n'éprouvaient aucun remords. Il y avait aussi des esclaves qui travaillaient dans les maisons de leurs maîtres. Ces esclaves aidaient à la gestion quotidienne des activités de la maison et étaient parfois bien traités. Après tout, ils étaient plus des administrateurs que de véritables esclaves. Mais il convient également de mentionner les guerriers et les gladiateurs. Une fois que les esclaves guerriers sont devenus plus populaires, leurs maîtres les traitaient incroyablement bien. Ils les nourrissaient, les laissaient coucher avec des femmes esclaves et les gardaient généralement très heureux. Après tout, un guerrier heureux peut rapporter bien plus d'argent à son maître. Numéro 6. Manumission. En fin de compte, chaque esclave était réduit à la valeur qu'il avait. Cette valeur était arbitraire et dépendait des appréciations des maîtres d'esclaves. Mais il y avait néanmoins une valeur et dans certains cas, les esclaves pouvaient racheter leur liberté. Un processus connu sous le nom de manumission ou affranchissement. Et la manière la plus simple et la plus ancienne pour un esclave d'obtenir sa liberté était de se la voir accorder par son maître. Et pour cela, l'esclave devait travailler beaucoup, suffisamment pour impressionner son maître et pour que celui-ci finisse par lui accorder la liberté.
Mais pas sûr que ça marchait, un petit peu comme une augmentation. Plus tu travailles pour l'avoir, moins tu as de chances de l'avoir. Et comme on peut s'y attendre, ce système n'était pas vraiment parfait. D'une part, il reposait sur la bonne volonté du maître d'esclaves, et à cette époque, les maîtres d'esclaves n'avaient pas beaucoup de compassion à donner. Par conséquent, si un maître estimait qu'un esclave n'avait pas suffisamment travaillé pour obtenir sa liberté, il n'y avait pas de liberté à gagner. Cependant, il existait également un moyen pour un esclave d'acheter sa propre liberté. Cette pratique était particulièrement courante pour les personnes qui devenaient esclaves en raison des dettes qu'elles avaient contractées. Ils se vendaient à leur créancier et travaillaient pour lui jusqu'à ce que leurs dettes soient considérées comme remboursées. Encore une fois, ce système était très loin d'être parfait. L'esclave et le maître devaient se mettre d'accord sur la durée du contrat, et même dans ce cas, beaucoup de choses pouvaient entraver ce contrat pendant qu'il était en vigueur. Il y a aussi le fait qu'il fallait avoir plus de 30 ans pour pouvoir acheter sa liberté, alors que l'espérance de vie moyenne de la plupart des esclaves à l'époque était d'environ 28 ans. Et pour la plupart des esclaves, la bataille était donc double. Il fallait d'abord vivre jusqu'à l'âge de 30 ans, ensuite, il fallait travailler suffisamment pour racheter sa liberté. Et quelle que soit la difficulté, la perspective d'obtenir un jour la liberté était une perspective que tous les esclaves attendaient avec impatience. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est l'espoir qui les poussait à travailler si longtemps. Numéro 5. La vie après la liberté. On pourrait penser que tout est rose pour la plupart des esclaves qui ont eu la chance d'acheter leur liberté. Mais vous auriez tort. Ces esclaves affranchis sont connus en latin sous le nom de liberti, affranchis, et formaient une classe à part des Romains de naissance. Ils ne sont pas enchaînés et forcés de travailler pour des étrangers, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes droits que le reste de la population. Par exemple, les citoyens affranchis n'avaient pas du tout le droit d'exercer une fonction publique. Cela signifie qu'une fois qu'une personne était soumise à l'institution de l'esclavage, elle pouvait dire adieu à tout espoir d'une vocation plus élevée. En outre, il faut noter que les citoyens affranchis étaient méprisés par les autres membres de la société au sens plus large. Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'obtenir un emploi régulier ou d'être un membre actif de la société, ils étaient limités dans leurs possibilités. Et en fin de compte, la plupart des anciens esclaves finissaient par se revendre comme esclaves. Après tout, pour la plupart d'entre eux, il y avait quelque chose à faire et une raison de se battre lorsqu'ils étaient enchaînés. Imaginez un instant le désespoir pour faire une telle chose. Ils se sont battus toute leur vie pour obtenir la liberté, pour ensuite la gagner et se revendre volontairement à l'institution qui les avait pris au piège. Numéro 4. D'esclave à maître d'esclave. Un autre fait très intéressant concernant la vie après l'esclavage est le fait que nombre d'esclaves qui ont décidé de s'affranchir d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse de racheter leur liberté ou d'obtenir une faveur exceptionnelle de leur maître, finissaient par devenir eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Et bien qu'il s'agisse d'un très faible pourcentage, certains anciens esclaves ont réussi à se réintégrer dans la société d'une manière ou d'une autre, et avec le temps, ils ont gagné suffisamment d'argent pour au moins vivre confortablement et construire leur propre vie. Mais il est très intéressant de noter que certains anciens esclaves ont fini par retourner dans le système qu'ils connaissaient et avec lequel ils étaient si familiers. Et je ne sais pas vraiment ce qui peut pousser un ancien esclave à faire cela. Peut-être que les anciens esclaves qui se sont finalement construits une vie ont fini par avoir besoin d'esclaves pour les aider à gérer leurs infrastructures et leurs propriétés. Ou peut-être qu'ils voulaient tout simplement avoir le sentiment de posséder leurs propres esclaves. Quoi qu'il en soit, la tradition est restée pratiquement inchangée. Numéro 3. Les châtiments. Être esclave était une condition de vie très cruelle à toutes les époques. Et les esclaves romains ne faisaient pas vraiment exception à la règle. Ces esclaves étaient essentiellement considérés comme la propriété personnelle de leur maître, et à ce titre, ils devaient obéir à leur maître et se comporter de la meilleure façon possible à tout moment. Et si un esclave dépassait les bornes, il était puni. Et comme il n'y avait pas de loi régissant les types de punitions qui pouvaient être infligées, les esclaves étaient soumis à des répercussions vraiment cauchemardesques. Titus Maccius Plautus, connu sous le nom de Plaute, l'un des dramaturges les plus renommés de l'ancienne période latine, était connu pour intégrer des esclaves dans de nombreuses œuvres littéraires. Et dans l'une d'entre elles, il aurait écrit « L'estrie, les plumes, le moulin, la lassitude, la faim, le froid, le prix à payer pour l'oisiveté, voilà ce qui me fait très peur. Il vaut mieux être bon que mauvais. Je n'ai rien contre les coups de langue, mais je déteste les vrais coups de fouet. » Aïe.
Les maîtres d'esclaves étaient vraiment libres de punir leurs esclaves comme ils l'entendaient, en utilisant tout ce qu'ils voulaient, du fouet aux chaînes, en passant par les plumes. Les maîtres d'esclaves étaient également libres de vendre leurs esclaves ou même de les exécuter par pendaison ou crucifixion s'ils le souhaitaient. Tout ce qu'un maître jugeait nécessaire pour punir un esclave, il avait le droit de le faire. Numéro 2, une alimentation limitée. Il va sans dire que les esclaves n'étaient pas les membres les plus prestigieux de la société. Cependant, si vous voulez vraiment savoir à quel point ces personnes étaient maltraitées, considérez ceci. Ils devaient littéralement vivre avec des rations alimentaires très limitées. Aujourd'hui, même pour les personnes les plus défavorisées, il est très difficile de mourir de faim. Mais imaginez que vous ayez suffisamment de nourriture dans l'endroit où vous vivez, ou plus précisément où vous travaillez, et qu'on vous empêche littéralement de manger à votre faim. Personnellement, je serais indigné. Marcus Porcius Cato, soldat et homme d'État qui allait être connu sous le nom de Caton l'Ancien, a décrit ce qu'il pensait être les besoins quotidiens d'un esclave moyen. Selon lui, les esclaves devraient recevoir de petites portions de blé qu'ils utiliseraient pour faire du pain. Toutefois, les esclaves entravés qui ne pouvaient pas moudre leur propre grain pouvaient obtenir du pain en tant que tel. Caton explique également que les esclaves devraient travailler davantage pendant l'été pour compenser les besoins nutritionnels supplémentaires en termes de vin et de pain. Outre le pain, Caton recommandait également de donner aux esclaves ce qu'il appelait des condiments. Cependant, au lieu des condiments ordinaires que vous achetez dans votre épicerie, son idée était beaucoup plus différente. Au lieu des cornichons, les condiments de Caton étaient composés d'olives fades. Au 1er siècle, les esclaves pouvaient également se nourrir en cueillant des fruits sauvages et en cultivant leurs propres légumes. Et les esclaves domestiques avaient la possibilité de créer leur propre jardin urbain si leur maître leur permettait bien sûr. Numéro 1. Perruques d'esclaves. Les perruques font partie intégrante du monde de la mode aujourd'hui. Les hommes et les femmes peuvent les porter et transformer leur apparence en un instant. Cependant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que les perruques proviennent en fait des esclaves de l'Empire romain. En fait, la première preuve historique de l'existence des perruques nous vient des Égyptiens, mais les Romains ont fait quelque chose de bien plus choquant. Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'Empire romain a pris des esclaves de pratiquement tous les coins de la planète. Toutefois, selon certains historiens, les femmes romaines brunes avaient un faible pour les cheveux blancs et noirs. Ces couleurs de cheveux étaient principalement attribuées aux esclaves germaniques et asiatiques respectivement, l'Empire ayant également pris des esclaves originaires de ces régions. Et pour imiter les esclaves aux cheveux blancs, les femmes romaines se teignaient elles aussi les cheveux en blanc. Cependant, la couleur de ces teintures finissait par s'estomper, ce qui signifiait que les femmes romaines devaient régulièrement consacrer du temps et des efforts à la teinture de leurs cheveux. Les artisans de l'époque ont fini par trouver une solution relativement permanente. Ils prenaient des esclaves aux cheveux blancs ou noirs de jais et leur coupaient les cheveux et les utilisaient pour fabriquer des perruques. Soudain, les femmes romaines pouvaient se donner toutes les couleurs de cheveux qu'elles voulaient sans avoir à subir beaucoup de stress et d'efforts. Bien sûr, elles n'avaient rien à cirer des esclaves dont on coupait les cheveux. C'est ainsi qu'est née l'inspiration de la perruque moderne. Et découvre les véritables raisons déroutantes pour lesquelles la NASA n'est jamais retournée sur la Lune en cliquant sur cette vidéo.